Quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres fantastiques pour enfants. C'était au début des années 90, bien avant l'email, et j'avais décidé d'écrire une lettre à mon auteur préféré. Ce gars-là faisait toutes ses illustrations pour ses livres, et je voulais lui demander un dessin étape par étape d'un personnage particulier. J'ai envoyé ma lettre, qui encensait son génie créatif et demandait poliment une réponse. À ma grande excitation, j'ai reçu une lettre de sa part quelques semaines plus tard, dans laquelle il promettait de me faire une illustration personnalisée et une série de dessins de comment faire. Il a dit qu'il était sur le point de partir en tournée pour son livre, mais qu'à son retour dans un mois, il enverrait tout ça. J'étais aux anges. Chaque jour, quand je rentrais de l'école, j'attendais le facteur. Bien que je sache qu'il était beaucoup trop tôt pour que les dessins de l'auteur arrivent, je courais quand même jusqu'à la boîte aux lettres et vérifiais avec impatience à chaque occasion. Après environ une semaine de cela, une lettre avec mon nom dessus était arrivée. L'enveloppe portait la mention « A. Félix » et n'avait ni timbre ni adresse de retour. Confus, je l'ai ouverte pour y trouver un billet de 5 $ et un post-it qui disait « Continue de vérifier ». J'ai pensé que c'était l'œuvre de mon père, qui encourageait toujours mes projets d'enfance. Pour vous donner un peu de contexte, j'étais en CM1 et je rentrais à la maison en bus tous les jours avec mes 2 demi-sœurs et mon voisin Christian. Notre arrêt était le premier sur le chemin. Nous rentrions donc toujours vers 16h. Le courrier arrivait vers 16h30 et nos parents rentraient du travail vers 18h. Ainsi, pendant quelques heures chaque jour de la semaine, mes demi-sœurs et moi étions seuls à la maison. J'en ai déduit que mon père avait glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres après que je sois parti à l'école ce matin-là. Mon père, bien sûr, prétendait ne rien savoir de cette lettre et rejetait mes soupçons. Quelques jours plus tard, en marchant dans la rue vers notre maison, Christy, la plus jeune de mes 2 demi-sœurs, a remarqué un paquet posé à côté de la boîte aux lettres. Nous nous sommes précipités pensant que les dessins de l'auteur étaient arrivés en avance, mais à la place, ils contenaient une quantité de friandises. Il y en avait de toutes sortes, mais pas de Kit Kat, les seuls que j'aimais. Mon père et ma belle-mère le savaient, tout le monde le savait. J'ai alors réalisé que ces petits cadeaux ne venaient peut-être pas de mes parents après tout. La note à l'intérieur disait « C'est pour bientôt ». Les jours suivants, d'autres paquets, des figurines toutes neuves, des voitures Hot Wheels et un pistolet à eau. Ce n'était pas le genre de jouet qui me plaisait vraiment, et à présent j'avais la certitude que je recevais ces cadeaux d'une personne qui ne me connaissait pas du tout. Si l'expéditeur me connaissait, il aurait su que j'aimais exclusivement les Z-Bots, les Transformers et les pistolets Nerf. À l'intérieur d'une des boîtes, il y avait une note qui disait « Garde le secret ». Mes demi-sœurs et moi étions bien trop jeunes pour comprendre que cette situation pourrait être mauvaise. Nous avons gardé les paquets secrets, comme on nous l'avait demandé, mais j'ai finalement tout raconté à mon copain voisin Christian. Il était tout aussi excité que moi, et nous avons commencé à jouer à un jeu. Nous nous cachions dans la maison ou dans la cour et essayions de surprendre mon Père Noël secret. Nous avons même enfilé d'anciens uniformes de camouflage que Christian avait et prétendu que c'était notre mission de capturer la personne. Même après tout un week-end d'espionnage assidu, nous ne l'avons jamais repéré. Un après-midi, alors que Christian et moi faisions du skateboard de l'autre côté du quartier, une camionnette blanche s'est approchée. À l'intérieur se trouvait un homme d'âge moyen, un peu rond, en costume. Il nous a demandé la direction pour une adresse que nous ne connaissions pas, puis a complimenté nos skateboards. J'avais seulement une légère suspicion que ce gars ne s'intéressait pas vraiment à notre équipement, mais cela ne m'a pas frappé qu'il était bizarre, jusqu'à ce qu'il nous propose de nous ramener chez nous. Nous avons refusé. Quand il a insisté, nous lui avons dit que nous ne montons pas dans des voitures de personnes que nous ne connaissons pas. Il m'a dit « C'est bien, tu es un enfant intelligent, Félix ». Puis il est parti. Ça m'a effrayé qu'il connaisse mon nom. Je ne lui avais jamais dit. Les colis sont devenus moins fréquents, mais à présent ils contenaient des objets plus coûteux. Un jour, il y avait un nouveau ballon de football. Nous avions 2 cages de foot dans notre jardin. Et quelques jours plus tard, une nouvelle paire de rollers. Il y avait un poster de Brink dans ma chambre, mon film préféré sur les rollers. La cerise sur le gâteau était une enveloppe avec une petite note à l'intérieur. « Salut Félix, que dirais-tu de la toute nouvelle PlayStation pour la prochaine fois ? Sais-tu où se trouve la cabane dans l'arbre ? Elle sera là, dimanche, à 16h. Ne le dis à personne.
à moins que tu ne veuilles la partager. J'étais aux anges. Personne que je connaissais n'avait encore de PlayStation, pas même Christian dont le père lui achetait pratiquement tout ce qu'il demandait. J'étais déterminé à obtenir ce cadeau, malgré une toute petite voix en moi qui me mettait en garde contre cette idée. Le reste de la semaine s'est écoulé lentement. Le week-end semblait à des années de distance et je pouvais à peine contenir mon excitation. Le vendredi, j'ai craqué. J'ai tout raconté à Christian, qui était encore plus enthousiaste que moi. Nous avons convenu d'y aller ensemble. Ce sera plus sûr de cette manière. La cabane dans l'arbre à laquelle faisait référence la note n'était pas loin. Tous les enfants de notre quartier la connaissaient. Notre quartier était à la périphérie de la banlieue du Colorado, juste à côté d'une petite forêt qui s'étendait sur les collines et les montagnes au-delà. Quelques sentiers de jogging les parcouraient. Christian et moi les avions explorés pour la plupart, à la recherche de monstres et de trésors. Je n'étais allé à la cabane que quelques fois, et l'évitais généralement, car des fois des garçons plus âgés y traînaient et tiraient sur les joggers avec des pistolets à air comprimé. L'idée que l'un d'eux vole ma PlayStation m'a rendu furieux. Cela renforçait ma détermination à la protéger. Cela m'a même poussé à faire des promenades de repérage sur ces sentiers le jeudi et le vendredi après l'école, juste pour m'assurer que je pouvais réellement retrouver la cabane dans l'arbre. Une fois, alors que Christian et moi quittions la cabane pour rentrer chez nous, le même homme un peu rond a croisé notre chemin. Cette fois, il portait un vieux survêtement et avait un grand sourire sur le visage, comme s'il était ravi de nous voir. Le chien qu'il promenait l'a tiré vers nous. Il mit un genou à terre et a dit « Oh, n'ayez pas peur de lui. C'est un gros chien, mais il est vraiment gentil. Comme moi. » Il a gratté la tête du chien et nous a invités à nous approcher. « Voulez-vous le caresser ?» Aucun de nous n'a mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, nous sommes restés plantés au sol à environ 3 mètres de lui. J'ai eu le courage de demander « Comment savez-vous mon nom ?» L'homme a ri et a dit « Oh, je pense avoir entendu ton pote le dire quand je suis arrivé. » Christian et moi nous sommes regardés tous les deux avec hésitation. Peut-être avait-il raison. Je ne pouvais pas me souvenir, mais voyant notre insatisfaction, l'homme a alors dit « Si ça peut vous rassurer, je m'appelle Monsieur Thompson. » Il a bavardé pendant encore quelques minutes, disant des choses comme « Belle cabane, vous l'avez construite ? Vous devriez me montrer ces sentiers un de ces jours. Je me perds toujours. » Finalement, il nous a dit au revoir et est retourné sur le chemin que nous avions l'intention de prendre pour rentrer chez nous. Christian et moi avons attendu plusieurs minutes pour nous assurer qu'il était parti. Il faisait déjà sombre lorsque nous sommes rentrés chez nous. Tout au long du retour, j'avais l'impression que nous étions observés, mais heureusement M. Thompson n'a pas refait surface. Cette nuit-là, vendredi, mes 2 sœurs et moi avons fait un campement dans le salon. Nos parents nous avaient loué plusieurs films, l'époque du VHS, alors que nous avons installé une forteresse en bas où nous pouvions être bruyants et veiller tard. Je me souviens d'être allé à la cuisine pour me servir un bol de céréales à minuit, quand j'ai vu quelque chose bouger dehors par la fenêtre. Cette fenêtre donnait sur notre grand jardin avec une remise et les cages de foot que nous avions installées. Quelque chose s'est déplacé au fond du jardin, mais je n'ai pas pu distinguer ce que c'était. Nous avions vu une fois un cerf par là-bas, alors je n'y ai pas pu porter attention que ça. Beaucoup plus tard cette nuit-là, Kylie, la plus âgée de mes 2 demi-sœurs, m'a réveillé et m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un dehors. Apparemment, elle s'était levée et s'était dirigée vers la salle de bain, et en revenant vers le salon, elle avait vu un homme debout et immobile sur notre porche, l'observant dans l'obscurité. Elle n'avait pu distinguer aucun détail, mais elle avait dit qu'il était grand. Mon esprit n'a pas pensé à M. Thompson, qui probablement rôdait dans le quartier la nuit à pied. À la place, mon cerveau a automatiquement imaginé des fantômes et des monstres pour expliquer ce que Kylie avait vu. Cela m'a terrifié, et nous avons fini par annuler notre campement et monter dans nos chambres. J'ai allumé la lumière du porche en montant pour dissuader les démons de tenter de rentrer. Personne n'était dehors. Environ 10 minutes après que nous soyons montés à l'étage, nos chiens ont aboyé pendant quelques minutes. Le lendemain, le samedi, nous l'avons raconté à mon père, mais il a maintenu que nos esprits nous ont joué des tours suite au visionnement de films fantastiques. Mon père et ma belle-mère avaient des projets pour cette soirée. Alors, vers 17h, notre baby-sitter Mia est arrivée.
Nos parents étaient assez cool pour me permettre d'inviter Christian à passer la nuit, donc nous 4 enfants et Mia avons englouti une tonne de pizza et raconté des histoires de fantômes. Finalement, nous nous sommes endormis. Christian dormait dans mon lit superposé et mes 2 demi-sœurs dormaient par terre. Mia était dans la chambre de nos parents. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé dans un chaos total. Nos chiens aboyaient comme des fous. L'une de mes demi-sœurs pleurait et la baby-sitter hurlait de colère. Christian et moi sommes sortis de nos lits et avons pénétré dans le couloir pour voir ce qui se passait. De toutes les choses dont je me souviens, la luminosité éblouissante de la lumière du couloir est celle qui m'est restée le plus en mémoire. Mia se tenait en haut de l'escalier, criant et hurlant vers la porte d'entrée. Christy s'accrochait à la jambe de Mia en pleurs. Les chiens étaient à la porte d'entrée, grognant et aboyant. Mia criait des choses comme « Je vous vois dehors, je vais appeler la police, laissez-nous tranquilles, espèce de fou !» Il m'a fallu un moment pour comprendre la situation, mais finalement j'ai réalisé qu'elle voyait quelqu'un dehors par la fenêtre à côté de la porte d'entrée. Normalement, de cette fenêtre, on peut voir le devant de la cour, mais de cet angle en haut des escaliers, je ne pouvais voir que la petite clôture blanche qui séparait notre propriété de la rue. Perché dessus se trouvait une silhouette qui se contentait de s'asseoir et de nous fixer. Dès que je l'ai vu, il m'a fait signe, puis il a sauté de la clôture et est retourné sur la route dans la nuit. Mes parents sont rentrés plus tôt, et tout le monde était dans un état hystérique. La police est venue faire un rapport. Cette nuit-là, Christian et moi avons envisagé de ne pas aller chercher la PlayStation dans les bois. Il était toujours très enthousiaste à l'idée de l'obtenir, et je suppose que d'une certaine manière moi aussi. Je ne voulais simplement pas croire que ces événements étranges étaient liés aux lettres anonymes. Mais au fond de moi, je le savais. Le dimanche est enfin arrivé après une nuit très agitée. La lumière du jour a renouvelé mon courage et mon engagement cupide à obtenir cette console de jeu. Christian et moi avons passé toute la journée au sous-sol à jouer et en spéculant sur des plans élaborés et inutiles pour récupérer la PlayStation. Nous avons décidé de faire comme les militaires. Nous nous sommes habillés en tenue de camouflage, avons emporté des talkie-walkie avec nous, et nous sommes armés de petits pétards fumigènes et d'un pistolet à billes. Nous étions prêts à repousser tout adolescent qui pourrait essayer de nous voler notre butin en rentrant chez nous. Nous avons même spéculé sur ce que nous ferions si nous voyions M. Thompson. À 16h, nous sommes partis, avançant avec prudence. Il n'y avait personne sur les sentiers, et la forêt était assez calme. Je me souviens qu'il faisait plus froid que d'habitude, et je pouvais voir ma respiration lorsque le soleil disparaissait derrière les arbres. Nous sommes arrivés à la zone de dépôt, comme nous l'appelions, sans aucun problème, et j'étais même un peu déçu de ne pas avoir pu utiliser les pétards fumigènes. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, alors que nous approchions de la cabane dans l'arbre. Je me souviens avoir grimpé sur ces planches de bois comme si je descendais les escaliers le matin de Noël. Christian était derrière moi. Au moment où j'ai atteint le sommet, mes yeux se sont élevés juste au-dessus des planches de la cabane et ont rencontré un autre regard qui me fixait en retour. J'ai été tellement surpris que j'ai failli tomber. Il y avait un homme adulte assis là, à l'intérieur, qui attendait que j'entre. J'ai poussé un cri dès que je l'ai vu, mais il m'a parlé d'une voix vraiment amicale. « Non, n'aie pas peur. Tu es venu pour la PlayStation, non? Tu es Félix ?» Je suis resté là, accroché à l'échelle de fortune, avec seulement ma tête qui dépassait à peine dans la cabane, figé comme un cerf effarouché. Christian m'a tapé la cheville derrière moi et m'a demandé ce qui se passait. Je l'ai ignoré. L'homme me semblait vaguement familier, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur son visage. Il était grand, même assis, et très maigre. Sa peau était très blanche, et il avait des cheveux noirs longs et lisses. Plusieurs bracelets rapiécés pendaient à ses poignets. Il avait un sac à dos avec lui et sentait la cigarette. Il avait l'air d'avoir à peine 30 ans. Il m'a invité à l'intérieur d'un geste de la main et m'a demandé si je voulais une collation. Je n'ai pas répondu. À la place, je le fixais simplement. Il a dit « Eh bien, j'ai ta PlayStation si tu la veux, mais elle est dans ma voiture au début du sentier. » Elle était trop lourde à transporter jusqu'ici. Je pensais qu'on irait ensemble. À ce moment-là, Christian a dit derrière moi « À qui tu es en train de parler ?» et a sauté du bord de l'échelle pour descendre plus bas.
J'ai répondu « C'est un mec », mais je n'ai pas réussi à former mes pensées en mots au-delà de ça. L'homme m'a appelé d'une voix triste, puis a plongé la main dans son sac à dos et a sorti une barre de chocolat. Il a dit « Je t'ai donné toutes sortes de trucs sympas. Tu crois que je te mentirais au sujet de la PlayStation ? Tu peux me faire confiance. Je veux juste que tu fasses connaissance avec moi avant de te la donner. Elle m'a coûté cher, tu sais. » Juste au moment où le gars s'apprêtait à ramper vers moi, j'ai entendu un autre homme crier quelque part à proximité dans les bois. J'ai reconnu la voix. « Félix !» a-t-il crié. « Éloigne-toi de là !» Au début, j'ai pensé que c'était mon père, et une bouffée de panique m'a traversé le ventre. Mais quand j'ai regardé en bas, j'ai vu M. Thompson remonter le sentier en direction de la cabane. « Descends de là, maintenant !» a-t-il ordonné. J'ai obéi, plus par peur que par obéissance, et j'ai couru vers Christian à quelques mètres de là. M. Thompson est monté à l'échelle, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a dit « Rentrez chez vous, éloignez-vous !» Le sérieux dans sa voix m'a terrifié encore plus que le type bizarre dans la cabane. Christian et moi avons pris nos jambes à notre cou. Je crois même que j'ai pleuré. Alors que nous descendions le sentier, nous avons entendu une bagarre et les cris du jeune homme. J'ai essayé de faire comme si les événements de la soirée n'avaient jamais eu lieu. Je suis rentré chez moi comme si je venais de revenir d'une journée chez Christian, mais mon père a senti que j'étais contrarié. Quelqu'un a toqué à la porte environ 2 heures plus tard, et avant même que mon père ne l'ouvre, je savais que c'était la police. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans tout le quartier qu'une personne avait tenté de m'enlever. Les gens sont venus nous rendre visite pour nous rassurer et vérifier que tout allait bien. Le coupable était en fait le fils d'une famille qui habitait en face, à 2 maisons de là. Il s'appelait Dwight, et c'était un ancien toxicomane qui avait eu des problèmes avec les autorités à plusieurs reprises. M. Thompson l'avait violemment battu, puis avait appelé la police, et avait essayé de le faire arrêter pour sollicitation d'un enfant mineur. Quelques semaines ont passé, et l'incident a commencé à s'effacer dans ma mémoire. Un dimanche, j'étais au bout de la rue, près des sentiers de jogging, en train de m'entraîner avec mon skateboard et d'attendre que Christian rentre de l'église. À ma grande surprise, M. Thompson est sorti des bois en portant le même survêtement avec son chien. Nous nous sommes tous les deux figés en nous voyant, mais il s'est approché de moi avec prudence. J'ai enlevé mon casque et lui ai dit bonjour. Je voulais le remercier de nous avoir sauvés, mais il me fait toujours peur. M. Thompson s'est accroupi pour être à ma hauteur. Son visage était gras et recouvert de cheveux trempés de sueur, mais ses petits yeux bleus semblaient sincères. Il a dit « Dwight n'est pas allé en prison, mais ils l'ont transféré dans un centre de désintoxication dans l'Utah. Tu n'as plus à t'inquiéter de lui. » Tout ce que j'ai pu répondre, c'est « Merci pour... » M. Thompson m'a interrompu d'un geste de la main et a dit « Pas de quoi. Tu es un bon gamin, Félix. » Il a regardé attentivement la route 2 fois, puis il m'a embrassé sur la joue et est parti très vite.